La liberté que nous voulons. L'émission de l'Association pour une constituante. Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une république bien démocratique. www.pouruneconstituante.fr. Bonjour Louis Sézy. Bonjour. Alors on se retrouve comme tous les mois, vous êtes juriste et donc membre de l'Association pour une constituante et votre invité ce mois-ci est Raoul Marc Génard. Bonjour. Bonjour. Alors on est ravis de vous accueillir. Donc vous êtes politologue spécialisé notamment dans le droit de l'OMC, le droit européen et la géopolitique. Vous connaissez très bien l'Asie du Sud-Est. Vous avez travaillé pour de nombreuses ONG, pour l'ONU, pour l'UNESCO, pour l'Union européenne. Vous êtes un expert de l'ONU auprès du tribunal qui juge les anciens dirigeants Khmer rouges. Et vous êtes auteur d'une dizaine d'ouvrages sur le Cambodge. Mais pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages. Donc j'en cite quelques-uns. Le grand marché transatlantique, la menace sur les peuples d'Europe. Au Cap Bear Édition, qui est sorti en 2014. Europe, la trahison des élites, qui était sorti en 2004 chez Fayard, donc là sur la construction européenne. Également, quand l'Union européenne tue l'Europe. 12 questions sur le traité établissant une constitution pour l'Europe, donc ça c'était en 2004. La proposition de directive Bolkestein, en 2005. Alors, on pourra redire un mot de cette directive. Et également, je rappelle que vous êtes un collaborateur régulier du Monde diplomatique, puisque vous écrivez, vous signez régulièrement dans cet éminent journal. Voilà, alors... On parle ce matin du TAFTA et peut-être de tout ce qu'il y a autour, parce que le TAFTA, c'est un traité parmi d'autres. Vous allez sûrement nous rappeler qu'il y a d'autres traités de libre-échange dans d'autres zones du monde. Alors, on peut commencer par un petit rappel historique. Le TAFTA, avant le TAFTA, il y a eu l'OMC. Dans le cadre de l'OMC, il y a l'accord général sur le commerce des services, la GCS. Au niveau de la construction européenne, l'Union européenne, on a eu à l'époque la directive ou la proposition de directive Bolkestein. Et puis maintenant, on a toute cette vague de traités de libre-échange dont le TAFTA est un. Il y a une volonté coûte que coûte d'instaurer ce libre-échange forcé. Comment vous le replacez, ce TAFTA, dans le contexte ? Bien, il faut se rappeler qu'à la fin des années 80, il y a une négociation qui est en cours au niveau international, qui va déboucher en 1994 sur ce qu'on appelle les accords de Marrakech, 22 500 pages, qui créent l'Organisation mondiale du commerce. Je ne les ai pas lus. On est en pleine révolution néolibérale, révolution néoconservatrice, Reagan, Thatcher, Delors. Ah oui, ça va peut-être surprendre, mais pour moi, l'équivalent de Reagan et de Thatcher au niveau européen, c'est Delors. C'est Delors. On oublie toujours, parce qu'on a sanctifié ce personnage, que Delors est l'auteur de la loi de déréglementation bancaire. C'est-à-dire qui fait exploser une loi qui avait été prise pour ne plus connaître les erreurs et les fautes de la grande crise des années 20-30. Et c'est à ce moment-là qu'ont lieu ces négociations, c'est-à-dire au moment aussi où la peur du communisme disparaît. En termes géopolitiques, il faut se rappeler que l'effondrement, la chute du mur de Berlin, c'est la chute de la peur du communisme.
Et donc, et comme ça a été dit d'ailleurs, hein, le capitalisme a gagné et il n'a plus d'obstacle devant lui. Il n'y a plus de garde-fou, là. Il n'y a plus de peur, en tout cas, il n'y a plus de crainte. Je ne dis pas que l'Union soviétique, c'était le paradis, loin s'en faut. Mais il y avait une peur. Il y avait une peur de contamination. Il y avait un équilibre qui se... Et donc, à partir de ce moment-là, on signe les accords de Marrakech. On met en place l'Organisation mondiale du commerce. Et qu'est-ce que c'est l'Organisation mondiale du commerce ? Une organisation, contrairement à ce qu'on dit, qui n'a pas pour but de réguler le commerce mondial, mais de déréguler les États pour laisser la plus grande liberté aux acteurs du commerce mondial. C'est une entreprise, d'ailleurs, le texte est très clair, il faut, dit le texte, éliminer tous les obstacles à la concurrence. Qu'est-ce que c'est les obstacles ? Alors, traditionnellement, dans la vieille conception de ce qu'on appelle le libre-échange, c'est les droits de douane et les réglementations douanières, ce qu'on avait fait avant, dans ce qu'on appelait les accords du GATT. Mais à partir de l'OMC, les obstacles, c'est non seulement, dans le jargon on parle de barrières tarifaires, non seulement les droits de douane, mais ce qu'on appelle les barrières non tarifaires. C'est du véritable vocabulaire d'énarque, ça. Alors, ce sont des euphémismes, mais qu'est-ce que c'est qu'une barrière non tarifaire, alors ? Mais c'est un petit peu comme aujourd'hui, les énarques de la fameuse promotion Voltaire qui ne disent pas austérité, mais environnement budgétaire restreint. Les barrières non tarifaires, c'est ce qu'on trouve dans la constitution d'un pays, dans ses lois, dans ses décrets, dans ses règlements, qui fait société. Ce sont les choix de société qui, dans tous les secteurs de la vie, année après année, décennie après décennie, les peuples prennent chez eux pour vivre ensemble. C'est ça. Or, les obstacles, aujourd'hui, dans la philosophie de l'Organisation mondiale du commerce, ce sont ce qui fait choix de société. Et donc, il y a 3 accords importants à l'OMC. Il y a un accord général sur le commerce, il y a l'accord sur le commerce des services que vous avez cité, et il y a l'accord sur les droits de propriété intellectuelle. Pendant une quinzaine d'années, c'est à l'intérieur de l'OMC qu'on a négocié la mise en œuvre, l'application de ces 3 grands objectifs, et puis à partir de 2005, ça a commencé sérieusement à gripper. Ouais. Ça s'est passé à une conférence ministérielle de l'OMC à Cancun, au Mexique, où là, une centaine de pays, on dit notamment à l'Union européenne, qui était représentée par un sinistre personnage qui s'appelle Pascal Lamy, membre du Parti socialiste, il faut quand même le rappeler, et qui ont dit non. Non, vous voulez donner toute liberté à vos multinationales de faire ce qu'elles veulent chez nous, sans la moindre contrepartie chez vous, on ne joue plus. Et Pascal Lamy, qui avait été un des grands architectes d'un programme de négociation pour aller encore plus loin que ce que prévoyaient les accords de l'OMC, ce fameux programme de Doha, s'est heurté à partir de ce moment-là à ce refus. Entre-temps, il est devenu directeur général de l'OMC. Les multinationales savent récompenser leurs bons serviteurs. Mais il a bien été obligé de constater, il n'y a pas tellement longtemps, à la fin des années 2000, à la fin de son 2e mandat, que le programme de Doha, c'est un échec. Alors, quelle est la réaction de l'Union européenne et des États-Unis ? C'est contourner l'OMC. Et on lance des programmes de négociation. Alors, dans le jargon, c'est bilatéraux entre 2 États ou 2 groupes d'États, ou plurilatéraux avec un ensemble d'États. Il y a ce qui était déjà en cours, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est vraiment effrayant, les accords de partenariat économique avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, nos anciennes colonies. Les APE, comme on dit dans le jargon. Il y a une négociation pour un partenariat transpacifique entre les États-Unis et un certain nombre de pays très liés ou très dépendants
des États-Unis, qui, comme par hasard aussi, constitue une sorte de ceinture de sécurité autour de la Chine. Et il y a le traité, le partenariat transatlantique qui est en cours de négociation. Mais il n'y a pas que ça. Il y a encore aussi, dans le plus grand secret, parce que les pays les plus riches du monde trouvent que les négociations à l'OMC étant bloquées sur la GCS, on négocie à Genève un accord sur le commerce des services qui a l'ambition d'aller plus loin que la GCS. Mais alors, quand on regarde tous ces textes, à négocier ou en négociation, on constate qu'il y a une formidable convergence qui peut se résumer en un mot: donner tous les pouvoirs aux firmes privées. Voilà, alors c'est vers ça que tout tend. Pour poursuivre, avant de rentrer dans l'analyse de ce que ça veut dire et en quoi ça donne tous les pouvoirs aux firmes privées, vous me disiez juste avant l'émission que vous avez mentionné la GCS, donc que on a dit l'OMC, ça bloque, ça allait pas assez vite, donc on contourne avec les traités bilatéraux. Mais vous me disiez néanmoins que la GCS, contrairement à ce qu'on peut penser parfois, est en vigueur et a abouti quelque part, et il y a des secteurs qui sont soumis à la GCS. Tout à fait. Moi, j'invite tous ceux qui en douteraient de faire simplement un petit exercice, www.omc.org. Voilà. Et puis, après, en se munissant, c'est un conseil d'amis, d'un tube d'aspirine, puisque les 22 500 pages apparaissent, et qu'on a quoi avoir la migraine. Mais alors, on fait AGCS. Et on trouve le texte de l'accord. Il faut savoir que cet accord est tellement ambitieux. Privatiser toutes les activités de service. La définition d'un service, d'article 1 de la GCS, c'est tous les services de tous les secteurs. Référence, nomenclature. 11 secteurs et 160 sous-secteurs. Et pour ne rien oublier, parmi les 11 secteurs, vous avez l'enseignement, vous avez la santé, vous avez les services financiers, les assurances, l'énergie, les transports, et le 11e, ça s'appelle divers. Comme ça, on est sûr de ne rien oublier. Et alors, si vous allez dans les sous-secteurs, et je vais prendre l'enseignement, vous avez tous les niveaux possibles d'enseignement. J'ai envie de dire de la crèche à bac plus 18. Ce qui veut dire que l'intention est de mettre en concurrence tous les niveaux d'enseignement. Je dis l'intention parce que ce qui est prévu dans le cadre de l'OMC et que les pays occidentaux trouvent trop lent, c'est que pour passer à l'acte, pour soumettre telle activité de service, par exemple l'enseignement primaire, eh bien, il faut un acte volontaire des gouvernements. Pour nous, ça se fait à travers le cadre de l'Union européenne, mais pour les pays qui sont vraiment encore en plein exercice de leur souveraineté, c'est eux qui doivent dire « Ok, moi je décide que l'enseignement primaire dans mon pays va être soumis à la GCS. » Et à partir de ce moment-là, eh bien, toutes les règles de la concurrence qui doivent être libres et non faussées sont d'application. Jusqu'à présent, et c'est intéressant pour ce qui va suivre, nous n'avons pas, au niveau européen, souhaité que l'enseignement, à part la formation professionnelle, tombe sous le coup de la GCS. De même, formellement, et c'est d'ailleurs dans les traités en vigueur de l'Union européenne aujourd'hui, de même que pour la santé. Donc ces deux secteurs sont pour l'instant protégés ou en tout cas non soumis à la GCS. Par contre, vous disiez, alors quels sont les secteurs qui, par exemple au niveau de l'Union européenne, sont soumis à la GCS? C'est-à-dire qu'en gros, l'Europe a décidé, nous, on va libéraliser tel et tel secteur. Dès 1995, dès l'entrée en vigueur de l'OMC et donc de la GCS, les pays de... ce qui s'appelait déjà, oui, l'Union européenne, les gouvernements ont décidé que les services financiers seraient libéralisés. C'est comme ça qu'on dit.
On ne dit pas on va appliquer la GCS aux services financiers, on dit on va les libéraliser. Parce qu'on n'aime pas trop parler des accords de l'OMC, il ne faut pas trop que les gens aillent voir. Donc les services financiers. Et moi je dis, la crise que nous avons connue en 2008 avec les subprimes n'aurait pas eu lieu si on n'avait pas libéralisé les activités financières. Ces espèces de métastases qui ont traversé si vite l'Atlantique, eh bien, il y avait des verrous avant qu'on a fait sauter. Parce que libéraliser, c'est éliminer les obstacles, comme dit le texte de l'OMC. Et donc, il y a ça. Il y a le secteur de l'énergie. On n'aurait pas pu mettre fin à EDF-GDF si l'Union européenne, notamment à un sommet qui s'est tenu à Barcelone, à l'époque c'était M. Jospin, n'avait pas donné feu vert à la libéralisation du secteur de l'énergie. Et donc on est en pleine application de la GCS dans une série de secteurs pour lesquels les gouvernements membres de l'Union européenne et donc aussi le gouvernement français ont dit feu vert. Alors là, si on prend cet exemple d'EDF, GDF, parce qu'il est quand même intéressant, c'est intéressant de voir les conséquences que ça a. Donc on avait une entreprise EDF, GDF qui avait un monopole sur l'électricité et le gaz. On les a séparés en deux. Et chacune maintenant fait les deux, fait l'électricité, du gaz et sont concurrentes. Mais ça part de l'idée que la mise en concurrence bénéficie aux consommateurs. C'est la motivation officielle. Quand il y a concurrence, c'est bon pour le consommateur parce que la concurrence provoque une course au prix le plus bas. C'est peut-être vrai dans certains secteurs, ce ne l'est pas dans tous, et certainement pas dans celui de l'énergie. Moi, je connais un exemple, vous savez que la Belgique est un pays très compliqué, mais prenons simplement l'entité qui s'appelle Bruxelles, qui est à la fois une région, une agglomération et une ville. Eh bien, on est passé d'un distributeur, parce qu'en Belgique, en termes de services publics, c'était quasiment la même chose qu'en France, à 8 distributeurs. D'énergie. C'est-à-dire que quelqu'un qui habite Bruxelles peut choisir 8 fournisseurs d'électricité. Mais dans aucun cas, par rapport au prix, quand le distributeur était un acteur public unique, dans aucun cas le prix n'a baissé. Dans tous les cas, le prix a augmenté. Je vais prendre un autre secteur qui est important. C'est l'accès à l'eau et à l'eau potable. Ça aussi, on a libéralisé. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas d'exemple, ni dans l'Union européenne, ni dans le reste du monde, puisqu'on parle d'Organisation mondiale du commerce, où la libéralisation de la distribution d'eau se soit traduite par une diminution du prix. Qu'est-ce qu'on voit ? C'est que le prix au mètre cube a augmenté partout, que la qualité de l'eau a diminué, et il ne faut pas aller très loin. On le voit dans des municipalités en France qui ont confié à un certain nombre de firmes que nous connaissons bien la distribution d'eau. La qualité de l'eau a diminué. Et le secteur privé n'entretient pas les canalisations que les pouvoirs publics avaient mises en place. Parce que ça coûte trop cher. Donc, le consommateur, dans des choses aussi essentielles que l'eau, que l'énergie, que les transports, parce que là aussi, on a décidé au niveau de l'Union européenne de passer à l'application de la GCS au secteur des transports. Le tout camion que nous avons aujourd'hui, c'est une œuvre européenne. Ça pollue, ça détruit les réseaux routiers et autoroutiers. Et on est, en France en tout cas, maintenant dans la phase finale de la libéralisation du transport ferroviaire. On l'a fait pour le fret, on va le faire pour les passagers, puisqu'il y a des rappels à l'ordre de la Commission européenne. La Commission européenne, il faut savoir qui sont les signataires de l'accord de l'OMC, les États, individuellement, plus l'Union européenne comme telle. Et donc, de ce fait, elle devient la gardienne vigilante de l'application la plus poussée des accords de l'OMC. Parce que c'est l'idéologie qui prévaut, et là, ça précède l'OMC, c'est l'idéologie qui est au cœur même du traité fondateur de l'Union européenne, le traité de Rome de 1957, parce que quand on parle et c'était expressis verbis, dans toutes lettres, dans le traité de Rome,
liberté de circulation et d'établissement des personnes, ça ne fait pas de mal. Des biens. Mais des biens, ça ne fait pas trop de mal non plus. Mais des services et des capitaux, eh bien là, c'est la définition d'une idéologie qui est à l'œuvre et dont aujourd'hui les institutions européennes sont à la fois les gardiennes et les artisans convaincus, déterminés, avec un dogmatisme effrayant. Donc, les accords bilatéraux comme le TAFTA, l'Union européenne et l'OMC, tout ça rentre en résonance, tout ça participe de la même philosophie. En parfaite harmonie, apparemment. Et si je reviens sur le secteur des transports, donc l'Union européenne est en train de dire à la France, mais la SNCF, c'est un monopole d'État, vous devez l'ouvrir à la concurrence, enfin ouvrir les transports ferroviaires. En novembre 2013, qui a été répété l'an dernier, mais le gouvernement est très zélé, et s'il y a d'ailleurs des mouvements de grève à la SNCF, c'est pour protester contre les dangers de cette libéralisation du rail. On l'a vu, il y a un film superbe de Ken Loach sur les effets de la privatisation du rail en Grande-Bretagne. La sécurité, The Navigators, oui. La sécurité ne devient plus le critère numéro 1. C'est la rentabilité qui devient... Mais ça, et je pense qu'on va en parler tout de suite à propos du TAFTA, c'est toujours le profit qui devient l'objectif premier. Le profit avant la santé, le profit avant la sécurité, le profit avant le bien-être des gens. C'est ça, en fait, la philosophie à la base et des traités européens et des accords de l'OMC et de ces accords dont je parlais tout à l'heure, et je me rends compte que j'ai oublié d'en citer un, parce qu'il est bouclé, c'est l'accord entre l'Union européenne et le Canada, qui n'est pas ratifié. Le CETA ? Oui, c'est ça, mais qui n'est pas encore ratifié, donc qui reste pour le moment un texte sur le papier, et qui est le jumeau de ce qui se négocie pour le moment avec les États-Unis. Donc on dit souvent que c'est le poisson pilote du TAFTA, c'est-à-dire que ça précède le TAFTA, c'est entre donc l'Union européenne et le Canada, oui, mais c'est les mêmes principes, quoi. C'est tout à fait la même chose. Il y a à ce propos-là, ça relève peut-être un peu de l'ordre de l'anecdote, mais ça vaut quand même la peine de rappeler. Bon, quand on constate que tout bloque à l'OMC pour la négociation du programme de Doha, les Européens ne savent pas que les États-Unis vont proposer le TAFTA, puisque c'est eux qui le proposent. Ils proposent le partenariat transpacifique et le partenariat transatlantique en même temps. Et l'Union européenne, donc la Commission européenne, avec le soutien des gouvernements, il faut toujours le rappeler, ont cette idée machiavélique de dire, si on négocie avec le Canada, en vertu des accords de l'OMC, le traité de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique, qu'on appelle l'ALENA, qui est du même tonneau, avec les mêmes attaques contre la souveraineté des États, eh bien, il s'appliquera. Et donc, l'idée qui précède le TAFTA de négocier avec le Canada, c'est à un moment où on ne sait pas qu'il va y avoir la négociation transatlantique et où on propose une négociation d'un accord de libre-échange avec le Canada, et où on met dedans tout ce qu'on va mettre après, quand je dis on, nos gouvernements, le 14 juin 2013, donnent mandat à la Commission européenne de négocier le traité transatlantique. Eh bien, les 46 articles du mandat européen, c'est une synthèse de ce qu'ils ont négocié avec le Canada. Alors, ce traité transatlantique de TAFTA, comme le CETA, ils obligent les États de l'Union européenne à supprimer les barrières tarifaires, on l'a dit, et non tarifaires, les barrières donc à l'implantation des entreprises et du commerce des entreprises américaines, nord-américaines. Il y a 5 objectifs dans le traité transatlantique. Le premier, c'est rappelé, article 2, article 3, appliqué intégralement avec un haut niveau d'ambition d'aller au-delà, je cite, les accords de l'OMC.
c'est rappeler. C'est le premier des objectifs. Aller appliquer intégralement, ce qui veut dire que tout ce qu'on n'a pas encore engagé dans l'application de la GCS, par exemple, on va le faire, et ajoute le texte avec un haut niveau d'ambition d'aller au-delà. Premier objectif. Deuxième objectif, moi je le dis comme ça, c'est rendre compatibles les normes en vigueur dans nos 28 États avec celles qui sont en application aux États-Unis. Alors, rendre compatible, c'est une expression extrêmement dangereuse. Je voudrais finir l'énumération des objectifs. Finit les 5 objectifs. Et puis on va revenir là-dessus. Ouais, le troisième objectif, c'est de privatiser la justice quand il s'agit d'un conflit entre une firme privée et un pouvoir public. C'est ce fameux mécanisme d'arbitrage. J'ai horreur, moi, des sigles anglais, alors qu'on peut très bien parler en français quand on s'adresse à des Français. Donc on dit, parce que ça fait bien, ça fait chic de dire ISDS. Moi, je préfère parler de mécanisme d'arbitrage. En plus, ça nous parle tellement bien, nous, en France, avec l'affaire Tapie, où on a vu ce que ça donne. Donc ça permet à une entreprise privée de s'attaquer à des pouvoirs publics. Ça permet à une entreprise privée de s'attaquer à l'État, aux régions, et puisque nous sommes à quelques jours de dimanche, au département. L'article 27 le dit très bien, à toutes les instances ayant un pouvoir réglementaire. Les départements, les communes, les régions, l'État, bien entendu, ont un pouvoir réglementaire. L'article 72 de la Constitution de la République précise d'ailleurs que les collectivités territoriales ont un pouvoir réglementaire. Je pense d'ailleurs que le Conseil constitutionnel devrait rejeter l'accord, s'il aboutit, au motif qu'il y a un certain nombre de dispositions de la Constitution qui ne sont pas compatibles avec cet accord. Mais on sait comment on fera, on modifiera la Constitution pour se plier à un accord. La Constitution qu'on révisera. Oui, c'est la Constitution qu'on révisera. Troisième objectif. Quatrième objectif, supprimer les droits de douane. Là, on est dans le cadre classique du libre-échange, mais avec des conséquences qu'on n'aborde jamais. Parce que les droits de douane, en fait, entre les États-Unis et l'Union européenne n'existent pratiquement plus, sauf dans un domaine crucial pour nous, pour la qualité de notre vie et pour notre alimentation, l'agriculture. On y reviendra peut-être. Oui. Et puis, cinquième objectif, c'est de la dernière des perversités. Nous avons des gouvernants qui ont une grande capacité de créativité et d'imagination dès lors qu'il s'agit de tordre le cou à la démocratie. Le cinquième objectif, c'est rendre inutile toute modification aux autres objectifs. C'est rendre inutile toute espèce... Quand M. Fekl nous dit on va améliorer le texte, il nous trompe. L'article 43 du mandat européen prévoit qu'on va mettre en place une institution, une supranationale, qui pourra traiter de tous les sujets qui ne se seront pas retrouvés dans le résultat final de la négociation actuelle et les imposer sans plus passer devant le Parlement européen ou les parlements nationaux. Donc, le cinquième objectif, c'est rendre inutile toute espèce d'amendement à la présente négociation. D'accord, donc on laisse ouvert le champ pour que ça aille toujours plus loin. Oui, Louis ? Oui, je voudrais dire que la France fait d'ailleurs beaucoup de zèle en ce qui concerne l'application des principes du libéralisme, puisqu'on retrouve toute cette philosophie dans la loi Macron, qui vient d'être adoptée avec le 49.3, qui a contraint donc les députés de la majorité un peu récalcitrants à rejoindre le groupe majoritaire donc socialiste. Et dans cette loi Macron, c'était une loi un peu ramasse-tout, qui n'était jamais destinée qu'à permettre d'appliquer le principe de la liberté d'établissement aux ressortissants membres de l'Union européenne, puisque c'est une loi de déréglementation qui touche des activités comme la pharmacie, le secteur médical, qui sont associés au fonctionnement du service public de la santé, qui touche également aux professions du monde judiciaire, les avocats, les notaires, les huissiers, etc. etc. Non pas que ces professions, les règles qui les régissent soient bien sûr intangibles, mais là on voit bien que la philosophie de cette loi, c'est fondamentalement de déréglementer. Et sans le dire, de rendre applicable
les fondamentaux qui ont été institués par le traité de Rome et les traités suivants qui ne sont jamais que la reprise de ce qui avait été posé initialement en 1957 dans le traité de Rome. Et un autre point sur les pratiques arbitrales, il faut bien voir que ces pratiques telles qu'elles se sont développées, en général, sont assez favorables aux entreprises privées et sanctionnent les États lorsqu'ils n'appliquent pas les sacro-saints principes des règles de la concurrence, etc. etc. Alors oui, parce que, si je peux me permettre, oui, sur ce point-là précis du mécanisme d'arbitrage, des journaux bien pensants comme Le Monde en France ou Le Soir en Belgique disent que des gens qui s'opposent comme nous à ce projet versent dans le catastrophisme. Mais nous avons un exemple, grandeur nature, sur 20 ans. C'est l'ALENA dont je parlais il y a un instant, l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, où on retrouve ce mécanisme d'arbitrage. Or, il se trouve que l'ALENA a maintenant 21 ans, il avait 20 ans l'an passé, et qu'à l'occasion de ce 20e anniversaire, on a vu des bilans de 20 ans d'ALENA publiés aux États-Unis, au Canada, au Mexique, et c'est catastrophique. Dans presque tous les cas, le mécanisme d'arbitrage donne raison à la firme privée contre l'État qui est attaqué. Alors, est-ce qu'on peut donner des exemples d'arbitrage, par exemple, ou de barrières non tarifaires qui ont dû sauter, notamment dans le domaine, j'imagine, dans le domaine environnemental, autour des gaz de schiste, on cite souvent des exemples. Oui, le Canada est attaqué pour sa législation. Le Québec est attaqué pour sa législation. Donc le Canada, puisque sur le plan international, c'est le Canada. Le Canada a été attaqué et les compensations, parce qu'on ne parle pas d'amende, on dit compensation. Il y a toujours cette pudeur des technocrates à dire les choses comme elles sont. Les compensations sont très élevées. Mais par exemple, pour appliquer une convention internationale, le Canada vote une loi qui interdit un additif dans le gazole routier. Parce que cet additif... c'est reconnu et est dangereux pour la santé. Bien, une firme chimique qui produit cet additif américaine a déposé plainte contre le Canada et devant un mécanisme d'arbitrage et a obtenu satisfaction. Non seulement le Canada a dû supprimer sa loi, appliquée en vertu d'une convention internationale, mais en plus, il a dû payer 260 millions de dollars. Donc c'est une entreprise américaine qui fait changer la loi du Canada. Oui, et pareil, sur 20 ans, il y a eu 30 cas spectaculaires où chaque fois, c'est la firme privée américaine qui l'a emporté contre le Canada. Il y a eu des cas similaires avec le Mexique. Par contre, parce qu'il y a cet aspect-là aussi, moi, je suis un peu en désaccord avec mes amis quand ils disent faut pas critiquer les États-Unis parce que aux États-Unis il y a des opposants à ce projet aussi, et ça c'est vrai. Mais il y a quand même un rôle des États-Unis, parce que ce que je remarque, c'est que quand le Canada ou le Mexique dépose plainte contre une firme américaine, c'est la firme américaine qui gagne. Ah. Donc, c'est toujours un mécanisme en faveur des firmes des États-Unis d'Amérique. Donc il y a quand même tout ça, et il y a une domination. C'est pas aussi neutre et froid que ça pourrait. Je vais invoquer un personnage avec lequel j'ai été presque toujours en désaccord, M. Pierre Defraigne, directeur de cabinet de Pascal Lamy, qui fait pour le moment dans son pays, puisque c'est un Belge, des conférences. Alors il commence comme ceci: je suis pour l'Union européenne, je suis pour l'OTAN, je suis un grand ami des États-Unis et je suis contre le traité transatlantique qui va détruire l'Europe, qui va faire de l'Europe une colonie des États-Unis. C'est un bon témoignage, vu le personnage. Ah bah oui, surtout si c'est le directeur de cabinet de Pascal Lamy, c'est étonnant. Qui lui croit que il fallait persévérer dans le cadre de l'OMC et pas sortir de ce cadre-là, parce que là, on est dans une relation de sujétion à l'égard des États-Unis d'Amérique. Il faut savoir
Et je pense qu'on va parler un petit peu de la compatibilité des réglementations. Alors, Mais que allons-y, les oui. États-Unis ont donné comme préalable à la négociation qu'en matière de déréglementation financière, on pouvait aller aussi loin, mais que la limite, c'était ne pas toucher à ce qui confère au dollar son statut de monnaie internationale. C'est clair, le message est clairement envoyé, c'est la suprématie des États-Unis qu'il convient de consolider. Et comme les États-Unis ont besoin d'avoir plus d'accès au marché européen, la raison profonde de ce projet, c'est de faire de l'Europe un marché de plus pour les États-Unis, qui se trouvent très gênés par des dispositions qui existent encore chez nous, sur le plan social, sur le plan sanitaire, sur le plan alimentaire, sur le plan environnemental. Alors, donnons... oui, Louis. Oui, je voulais simplement compléter, ajouter à ce qui vient d'être dit, que nous avons une galaxie qui est très favorable aux intérêts des États-Unis en France, puisqu'on a une série d'hommes politiques qui ont été reconnus par la National French Foundation comme les futurs espoirs de ce que serait le développement de la France, puisque en 1976, Giscard d'Estaing avait, avec son homologue américain, établi la nécessité de développer des rapports harmonieux avec les États-Unis. Et en 1981 a été notamment créé le prix des Young Leaders, qui permettait de distinguer dans les deux pays les futurs cerveaux, les futures compétences qui se développeraient dans chacun des deux pays. Et dans ces cerveaux, voilà, et dans ces cerveaux et futures compétences ont été reconnus notamment François Hollande, Emmanuel Macron, Moscovici et bien d'autres. C'est-à-dire qu'on en trouve, il y a aussi Marisol Touraine, Najat Vallaud-Belkacem, voilà. Donc on en trouve bien d'autres qui sont très nombreux donc au sein de ce gouvernement. C'est la 5e colonne des États-Unis. Voilà. Donc ça. Maintenant, moi, je voudrais bien qu'on parle un petit peu des réglementations, parce que mettre en tout ce qu'on vient de dire, ça peut avoir l'air un peu théorique pour les gens. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement, rendre les normes compatibles? Alors, je vais commencer par la santé, parce que je crois que tout le monde est sensible à la question de la santé. Nous savons, les plus grands spécialistes, les plus grands cancérologues de France le confirment. Par exemple, ici à Paris, le professeur Bellepomme, les pesticides sont la cause de 90% des cancers. La réglementation sur les pesticides aux États-Unis est d'une grande légèreté, si je peux le dire, par rapport à ce que nous connaissons chez nous. Rendre compatible les réglementations en vigueur dans les pays de l'Union européenne, qui ne sont pas nécessairement les mêmes dans les 28, avec celles des États-Unis, ça veut dire qu'on va aller à l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Les cancérologues nous disent qu'il y a un laxisme de nos législateurs en matière de pesticides face aux multinationales du secteur. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas être régulé davantage, on va déréguler. Donc on va laisser la possibilité de répandre des pesticides. On va pas essayer de limiter ces effets-là. Non, on va régresser, on va aggraver la situation. Alors qu'il faudrait éliminer cette cause de cancer, on va encore l'élargir. Même chose pour les produits chimiques. Nous avons eu une formidable bataille au Parlement européen sur la directive REACH, où on partait de 350, 360 produits chimiques à bannir, et sous la pression des lobbies et la perméabilité de nos parlementaires, on est arrivé à une petite soixantaine. C'est encore trop. C'est encore trop. Ce que ne disent jamais ni Laurent Fabius, ni Valls, ni Fekl à propos du traité transatlantique, c'est ce que demandent les États-Unis, c'est ce que demandent les lobbies américains, avec la complicité des lobbies européens. Ils sont la main dans la main pour tout ça. C'est aller vers de la déréglementation. Le peu qu'on a pour protéger la santé des gens est déjà de trop.
Moi, je voudrais signaler ceci, et je m'adresse là aux mutuelles françaises, c'est que c'est un événement en Belgique. Il y a un système assez complexe de mutualité en Belgique. Il y a les mutualités chrétiennes, les mutualités socialistes, les mutualités libres, les mutualités libérales, les mutualités neutres, la caisse officielle d'assistance maladie et invalidité et une caisse de soins de santé de la SNCB, l'équivalent de la SNCF. Tous ces organismes viennent de sortir un communiqué disant que ce projet comporte des risques majeurs pour les soins de santé. Voilà, ça, c'est pas comme on nous présente, hein, des gens qui font dans le catastrophisme. Ce sont des institutions et des organismes responsables qui ont analysé ce qui est en négociation et qui considèrent que pour les soins de santé, pour la santé, ce qui est en négociation dans le traité transatlantique présente des risques majeurs. Mais on peut continuer. Vous savez comme moi que la législation des États-Unis, ou plutôt l'absence de législation des États-Unis, permet à toute entreprise privée d'interdire la constitution d'une section syndicale dans une entreprise. Nous allons harmoniser, rendre compatible, parce que parfois le texte du mandat européen parle de ce beau mot d'harmonisation, nous allons harmoniser les normes sociales entre les États-Unis et l'Union européenne. Moi, je rappelle qu'à une exception près, les États-Unis n'ont pas ratifié les conventions sociales de base de l'Organisation mondiale du travail. Et donc, il y a un danger pour la santé, il y a un danger pour notre modèle social qui est déjà bien mis à mal, en particulier en France, depuis que M. Hollande préside ce pays. Et on pourrait énumérer comme ça tous les secteurs de la vie quotidienne des gens. Ou donc la vie quotidienne de nos collectivités territoriales. Est-ce que, par exemple, l'éducation, on en parlait tout à l'heure, la GCS ne s'applique pas, mais le TAFTA va s'appliquer au domaine de l'éducation? On va contourner le refus en vigueur jusqu'à présent de faire appliquer la GCS à la santé et à l'éducation par le biais du traité transatlantique. Et donc, on verra, par exemple, des universités américaines demander au gouvernement de la France les mêmes avantages que ce que la France consent pour faire fonctionner ses propres universités publiques. Ce qu'elle ne pourra pas faire. Et donc, elle devra privatiser ses universités publiques. Donc, il y a là un ensemble de dangers majeurs pour la vie des gens, pour notre modèle de société. Et on n'a plus le temps, si je comprends bien, de parler du mécanisme d'arbitrage. Alors, on en a touché un mot, mais un petit mot de conclusion. Contre les départements. Mais moi, je dis que si ce projet devient une réalité, c'est d'abord la fin de l'état de droit. C'est la fin d'un modèle social. Et c'est la transformation des pays d'Europe en colonies des États-Unis, où le système américain s'imposera à ce qui existait chez nous. Mais on a aussi des multinationales puissantes en France, en Europe. Oui, qui pourront aussi tirer leur épingle du jeu. Bien entendu, pour leur plus grand profit, mais pas pour le profit des peuples. Voilà. Eh bien, ça va être la conclusion. Oui, Louis, un dernier mot. Je voulais simplement signaler pour les auditeurs de Radio Aligre que 2 textes de Raoul Marc Génard ont été publiés sur notre site de l'Association pour une Constituante. Ce sont des textes du 24 juin 2013, le TTIP, la pire menace pour les peuples d'Europe, donc, et d'autre part, un autre article du 9 août 2013, marché transatlantique, les enfumages du gouvernement. Donc, je voulais quand même rappeler Alors, oui, cela. C'est intéressant. Effectivement, on n'a pas beaucoup détaillé cet aspect-là, mais vous l'avez évoqué, de l'action du gouvernement français dans les négociations. Apparemment, ils ne sont pas les derniers. Ils ne sont pas les mauvais élèves du libre-échange. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais le gouvernement tient un discours vis-à-vis de l'opinion publique qui se veut rassurant. Dans le même temps, il fait exactement le contraire dans les négociations.
Mais ça, on est habitué. On sait ce que ça veut dire. Mon ennemi, c'est la finance. C'est-à-dire, c'est mon meilleur ami. Merci beaucoup, Raoul-Marc Génard. On était ravis de vous avoir à ce micro. Merci pour ces enseignements. Et donc, il va falloir suivre ça de près. Et on n'a pas beaucoup parlé, mais il y a bien sûr des mobilisations auxquelles vous contribuez, au collectif Stop TAFTA, et donc pour évidemment, je dirais, ne pas considérer ces traités comme une fatalité. Donc il y a une lutte qui est en cours, et bien sûr, on y croit et on va continuer à s'impliquer dans ces luttes. L'objectif, c'est de faire en sorte que le gouvernement grec ne soit pas tout seul à dire non au moment de la ratification. Voilà. Et notre association remercie Raoul-Marc Génard d'avoir bien voulu venir à Radio Aligre nous décrypter un petit peu ce qu'est le TAFTA. Et il a fait un grand tour de France pour décrypter déjà tout cela et nous le remercions. La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante. Car il pense comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une république bien démocratique. www.pouruneconstituante.fr